il a été découvert dans un beau petit village près de Diokwe. Nous sommes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du championnat ivoirien. Son petit nom, Kirikou, il sera avec nous dans cette émission. Ce sera dans Sport Matin avec Ongamblé Konaté. Sans oublier que nous aurons un beau petit programme à vous proposer. On espère que vous êtes en forme pour ce matin donc et pour bien démarrer la journée de ce lundi et surtout cette belle semaine qui s'annonce. Allez, installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur et nous, on aura tranquillement le temps de vous faire plaisir et ce jusqu'à 8 h. À tout de suite et bienvenue. Sous la présidence du professeur Mariatou Koné, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise, du 20 au 28 février 2022, des missions de mobilisation et de sensibilisation pour l'appropriation par la communauté éducative et les populations des réformes des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, population de Côte d'Ivoire, membres de la communauté éducative, élus et cadres des régions, ce rendez-vous est le vôtre. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Infoline 0707 40 15 54 0101 30 82 54. Un livre écrit dans un style précis, simple et pédagogique, afin d'être accessible au grand nombre et servir de pilier à toutes les générations. Pour inspirer, on n'a pas besoin d'être meilleur que les autres. On a plutôt besoin de l'humilité pour permettre aux autres d'apprendre ce que peuvent leur enseigner nos forces et nos faiblesses. C'est avec ces mots de cœur que notre auteure, Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, vous convie à cette mission humaine, servir et éduquer. Chers amis, je suis impatiente de vous retrouver ce jeudi 24 février 2022 à l'espace Latry Even pour la dédicace de mon premier ouvrage intitulé « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Je vous attends. Entrée gratuite. Merci de confirmer votre présence au 07 07 63 19 21. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le nord du pays, on observera une atténuation des effets de l'harmattan par la remontée des vents humides. Dans les régions allant du littoral à la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux avec possibilité de pluie matinale, notamment dans le sud-ouest. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Côté température prévue pour la matinée, 22 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Boundiali, 23 degrés à Daloa, 22 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo, 20 degrés à Korogo, 19 degrés à Man, 18 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 16 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral observeront un temps nuageux avec cependant de larges éclaircies. En milieu ou en fin de période, on pourrait s'y attendre à des orages accompagnés d'averses de pluie. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé avec des sensations d'air sec en fin d'après-midi au nord-ouest. Côté température prévue pour l'après-midi, 35 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 37 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Guiglo, 37 degrés à Korogo, 36 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une excellente semaine.
à tous, très bon début de semaine à vous. Au cours du séjour du président de la République à Bruxelles, le ministre Ali Coulibaly a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à une grande rencontre avec la diaspora ivoirienne de Belgique. Viviane Aymin nous fait le point. Forte de 5000 résidents, la communauté des Ivoiriens de Belgique est l'une des communautés importantes de la diaspora ivoirienne. C'est une importante délégation de cette communauté des Ivoiriens de Belgique qui a pris part à la rencontre avec le conseiller spécial auprès du président de la République, le ministre Ali Coulibaly, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Vous remerciant au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de cette importante délégation, pour vous être déplacé ce soir, pour accueillir le chef de l'État, notre président à nous tous, qui est le président de tous les Ivoiriens et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner à notre pays tout le lustre qu'il avait acquis. Et maintenant, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, tout ce qui a été fait dans notre pays. Et nous sommes fiers de l'action du président de la République. Nous sommes persuadés que vous-même, vous mesurez tout le travail qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour. Notre pays s'est considérablement transformé et je sais que vous êtes nos ambassadeurs partout et que vous pourriez témoigner de tout ce que notre chef de l'État fait pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'occasion était propice pour ces résidents ivoiriens en Belgique pour soumettre leurs doléances. Nous n'avons pas un point focal où se retrouver très souvent pour une programmation culturelle, pour intégrer véritablement la communauté par rapport aux difficultés que nous connaissons. Donc vous comprendrez que notre besoin soit en tout cas aujourd'hui principalement l'acquisition d'un bien immobilier qui résoudra énormément de problèmes au niveau de la communauté. Ça c'est la demande principale. Et en deuxième doléance, c'est que le gouvernement du chef de l'État a pris des décisions depuis 2017 concernant les véhicules d'importation. Ce que nous soumettons ici comme doléance, c'est de pouvoir assouplir cette mesure-là, vu que la Belgique est une plaque tournante des véhicules d'importation. C'est une filière économique à part entière en Belgique et cela a impacté énormément bon nombre de nos concitoyens ici. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui financier du groupe de la Banque africaine de développement BAD pour le financement de projets de pôles agro-industriels dans la région du Bélier. Une rencontre avec deux grandes articulations. D'abord, l'état d'avancement du projet au 31 décembre 2021 et le plan de travail budgétaire annuel 2022. La méthodologie, une visite du terrain et un point en salle. Reportage Kader Sogodogo. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD pour la mise en œuvre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations à travers leurs productions agricoles qui seront modernisées et transformées. L'environnement rural n'est pas en reste. Écoles, centres de santé, eau, électricité, routes, etc. 5 années après le lancement, les choses avancent. On est pratiquement à 50% d'exécution du projet de PAI Bélier. Au niveau du Bélien, plusieurs infrastructures sont déjà réceptionnées dans les années antérieures et on doit parcourir le reste du chemin maintenant pour finaliser le projet en 2024 avec les 50 autres % restants. La 8e session du comité national de pilotage se veut le cadre idéal pour une évaluation au 31 décembre 2021, mais également pour entrevoir 2022. Nous attirons véritablement l'attention du pouvoir public, l'attention aussi même du secteur privé de se mettre à niveau pour que tout ce qui est réalisation, tout ce qui est investissement envisagé par le pouvoir public puisse permettre d'avoir des effets dans l'immédiat et non pas durer dans le temps. Il y a un second agropole qui va bientôt voir le jour, c'est-à-dire l'agropole du Nord. Pour les autres agropoles, nous en avons 4 autres qui sont en discussion. Nous continuons toujours nos efforts pour pouvoir avoir les financements nécessaires
pour que toutes les localités prévues dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles puissent effectivement voir le jour. Le 2 PAI Bélier couvre le district de Yamoussoukro et les départements de Didievi, Djekanou, Tiebissou et Toumoudi. 6 filières, riz, maïs, manioc, porcine, poissons et maraîchers. Dans le reste de l'actualité, en bref, le président béninois Patrice Talon a inauguré samedi avec fierté une exposition historique et hautement symbolique à Cotonou où les 26 trésors royaux restitués en novembre par la France ont été présentés dimanche pour la première fois au peuple béninois, 129 ans après leur vol. Des centaines de civils sont évacués des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine pour s'installer dans des camps du ministère russe des situations d'urgence sur les rives de la mer d'Azov, à la frontière. Les séparatistes pro-russes sont appelés à l'évacuation générale. Les combats ont redoublé d'intensité sur le front Est ces derniers jours. Et puis Pékin a conclu ses Jeux olympiques d'hiver au cours d'une cérémonie bon enfant hier dans son célèbre nid d'oiseau, clôturant 16 jours d'exploits sportifs et de bulles sanitaires, avant de passer le relais à Milan et Cortina qui accueilleront l'édition 2026. Vers 20h, l'hymne national chinois a donné le coup d'envoi de la soirée dans un stade aux tribunes bien plus sonores et remuantes que lors de l'ouverture et tapissé de lanternes rouges. Pour cette cérémonie, les spectateurs ont eu droit à un magnifique feu d'artifice, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Retour de l'information à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi. Il a dit on le retrouve bien sûr à 7h. Régis, dans notre programme, nous avons tout à l'heure du fitness. On va renforcer les cuisses pour une meilleure stabilité. Tu pourras le faire avec nous Bien sûr. Oui. D'ailleurs, je le fais chaque matin, donc... Le sport chaque matin? Justement, je fais le sport chaque matin, ça ne sera pas compliqué pour moi de vous suivre. C'est quoi? C'est cardio, c'est abdos, c'est... Un peu d'abdos. Un peu d'abdos. Vous le sentez? Oh, il n'y en a pas, hein? Non, mais attends. Mais s'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de bidon, je veux Justement, il n'y a pas de bidon. Ça prouve que je dis vrai. Merci beaucoup à Régis Kofi qu'on va bien sûr retrouver tout à l'heure pour d'autres points de l'actualité dans Matin Bonheur. Et si on passait maintenant à notre sommaire, qu'est-ce que nous allons avoir pour ce jour? C'est parti. Vous êtes sur Matin Bonheur et vous nous suivez jusqu'à 8h. On aura les infos jour J pour commencer. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais aussi chez nous en Côte d'Ivoire. On aura aussi à vous proposer un peu de sport. J'ai dit tout à l'heure, on va renforcer les cuisses pour une meilleure stabilité et éviter d'avoir des problèmes d'articulation et tout. Voilà, c'est aussi notre objectif. Combien ça coûte? Vous le savez, bien sûr, comme tous les jours dans cette émission, on part vers nos marchés pour connaître les différents coûts des denrées alimentaires, dans combien ça coûte. La revue de presse aujourd'hui, le classique que nous allons vous offrir, histoire de feuilleter un peu les pages de l'actualité avec Renaud dans cette émission. Et aussi, vous allez nous faire un clin d'œil avec les appels WhatsApp, bien sûr, et nous dire comment ça se passe aussi chez vous les matins et qu'est-ce que vous aimez faire. Instant vérité, c'est un autre grand moment de cette émission tous les lundis. Et oui, Renaud sera en compagnie d'un invité pour ce jour. Et on aura la chronique sport. Donc, avec Ngamblé Konaté, on parlera bien sûr du championnat ivoirien. On aura un invité, je l'ai annoncé en début d'émission, et sans oublier que, bien sûr, nous aurons Info Express pour terminer cette émission. Matin Bonheur sur RTI 1, c'est le rendez-vous du lundi au vendredi que nous vous offrons. On passe maintenant aux infos jour J. Pour les infos jour J, on va commencer avec un sujet que tout le monde aime bien, mais surtout les femmes, parce que c'est la célébration de la Journée internationale de la femme 2022. Eh bien, le lancement de cette journée aura lieu aujourd'hui ici à Cocody, donc. Mais il faut le dire, cette journée sera célébrée le 8 mars prochain dans le district d'Abidjan. Et ce sera surtout à Koumassi, autour du thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ».
Une autre information dans nos infos jour J, eh bien, African Digital Week 2022 qui commence donc aujourd'hui à partir de 8 h. Et pour cet événement, il s'agira bien sûr de la transformation numérique de la société moderne. Il comprendra donc 15 forums donnant aux téléspectateurs des informations utiles sur les tendances essentielles liées au numérique. Et on termine bien sûr nos informations avec le lancement du comité régional de facilitation du commerce de la CEDEAO qui aura lieu bien sûr aujourd'hui, 21 février 2022. Ce sera au Togo, à Lomé. Voilà, on en profite pour saluer toutes les populations qui nous suivent depuis Lomé, depuis Kara, depuis Anéro, depuis Agoué. Voilà, coucou depuis votre position. Pour la suite, bien sûr, ce sera du fitness à vous proposer. On va renforcer les cuisses pour une meilleure stabilité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Séance, aujourd'hui, nous allons travailler les cuisses. Prêt? C'est parti. Nous allons déjà séparer les appuis. Chercher devant, tirer sur les cuisses. Bon, on revient. On prélasse les doigts. Et là, on va fléchir la jambe. On revient. Très bien, changer de jambe. Basculer. Prêt. Toucher. Notre tapis. Très bien. Posez la jambe, tirez sur le tronc. Quelques exercices d'étirement. Changez de jambe. Très bien. Et la tirez. Là, nous sommes à genoux. On va emmener les mains au niveau de la nuque. Et là, renforcer là. 1, 2, 3. Très bien, on continue. Go. Très bien. Continuez. Yeah. Très bien. Go. Relâchez. Restez, descendez. On reste. Squat. Et là, on se relève. Légèrement et lentement. Prêt? On va encore fléchir. Fléchir. On va amener les mains au niveau de la nuque. Prêt? Restez. On revient. Se relève lentement. Ça peut aller. On y va. On descend. Main à la nuque. Et là, on revient, genoux au sol. C'est bon. Remontez. 1, 2, 3, 4. Très bien. Les mains à la taille. Contortez abdominaux. Relâchez. Et là, on va s'asseoir sur les talons. Récupération. J'espère que vous sentez les effets au niveau des cuisses. D'accord? On revient toujours. Position au genou. On reprend le premier exercice là. Go. Relâchez. Restez là.
Très bien. Position accroupie sur une jambe. On reste. Changer de jambe. Tirer sur l'autre. Les mains toujours à la nuque. Posez les mains de chaque côté. Là on s'assoit. Très bien. Voilà, nous sommes donc de retour après le fitness. On l'a dit, c'est bien sûr pour raffermir et bien renforcer les cuisses et aussi, surtout, vous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Nous passons maintenant à combien ça coûte. Combien ça coûte aujourd'hui? Direction les marchés de chez nous, bien sûr, pour savoir combien ça coûte lorsqu'on parle de poissonnerie. Allez, pour commencer, bien sûr, nous avons de la dorade à 2500 francs. C'est au kilogramme que nous vous offrons. Bien sûr, ces différents prix. Nous avons des sosos à 3000 francs CFA le kilogramme, des carpes noires à 3500 francs le kilogramme, des brochets à 2600 francs le kilogramme. Nous avons aussi des crevettes à 4500 francs le kilogramme, des saussons importés à 2500 francs. Et pour terminer, de la carpe noire importée à 1800 francs le kilogramme. Combien ça coûte aujourd'hui de la poissonnerie? Pour commencer, ce sont des prix que vous devez garder comme ça en tête. Quand vous arrivez sur les marchés, eh bien, on nous l'a dit à matin bonheur. Donc, c'est ce qui est ça. Alors, pour la suite, c'est un dossier EcoPlus, comme tous les lundis, que nous allons vous offrir. Il faut le savoir, le commerce équitable a pour objectif de changer les modes de consommation et de transformation. Nous sommes dans la cacao-culture et c'est aussi dans le souci d'assurer un travail mieux payé aux cultivateurs, aux agriculteurs, tout simplement. Eh bien, dans ce dossier EcoPlus, Cheikh Koné nous parle des différents enjeux, mais surtout évoque aussi toutes les coopératives dissimulées dans tout le pays. On regarde. Pour la durabilité du cacao, il faudra que le premier maillon, parce que dans la chaîne de valeur du cacao, le premier maillon, c'est le producteur. Il faudra que ce producteur-là soit heureux. Heureux pas pour être milliardaire ou bien être millionnaire, mais pour pouvoir se soigner, mettre son enfant à l'école. L'appel de ce producteur depuis une plantation de cacao dans la localité d'Abengourou est évocateur. Celui d'avoir un prix rémunérateur et plus juste pour s'assurer de meilleures conditions de vie et de travail. La production de cacao certifiée en commerce équitable se positionne comme alternative pertinente pour garantir des revenus décents aux producteurs. Julienne Kouadio est productrice à l'est de la Côte d'Ivoire dans une coopérative inscrite dans le label Commerce équitable. Le commerce équitable est un modèle pour les producteurs que nous sommes parce que le commerce équitable lutte pour le bien-être des petites organisations qui sont nos coopératives. Depuis plus d'une décennie, cette nouvelle alternative connaît un développement rapide en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. D'une seule organisation en 2004, on en dénombre aujourd'hui plus de 260 certifiés, représentant 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Le commerce équitable vise à favoriser des échanges commerciaux équitables, profitant à toutes les parties prenantes, notamment les producteurs et travailleurs désavantagés des pays du Sud. Garantir un revenu stable et une prime qui donne également la possibilité aux producteurs d'investir dans des projets pour l'ensemble de la collectivité. Dans la région de l'Indénié-Djoablin, à 200 km d'Abidjan, en plus du prix conventionnel, des primes accordées aux producteurs de cacao équitable ont permis la construction de plusieurs édifices communautaires. Par exemple, il y a une école qui a été mise en place. Il y a aussi les pompes qui sont déjà installées dans les campements comme dans les villages. Une véritable révolution qui reste tout de même loin de la vulgarisation attendue. En effet, en dépit de son fort taux de pénétration dans la cacaoculture, la part du cacao équitable franchit à peine la barre des 13% de la production nationale.
au niveau de pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, le commerce équitable a vraiment explosé au cours des dernières années, ce qui présente également des défis parce que beaucoup de coopératives certifiées ont du mal à trouver des acheteurs de commerce équitable parce que sur les marchés consommateurs, ça n'a pas évolué aussi rapidement. Mais cependant, c'est un marché qui continue de se développer. On a une croissance, une croissance qui a été multipliée par 3 depuis 2014 sur le marché français pour les produits de commerce équitable, donc c'est pas rien. Ça pèse pour 1,8 milliard d'euros en France, les produits issus de filières de commerce équitable, et 10 milliards au niveau mondial. Mais les initiatives en la matière se démocratisent et vont plus loin dans les principes de durabilité. C'est le cas de la société coopérative équitable du Bandama, la SEB, dans le village de Mbrembo, à Tiasalé. Le cacao, en plus d'être équitable comme ailleurs, il a la particularité d'être bio sur toute la chaîne de production. Une première en Côte d'Ivoire qui a l'avantage d'être présentée aujourd'hui comme modèle de réussite, alliant qualité et rentabilité. Cet après-midi, les membres de la coopérative se réunissent pour évoquer une nouvelle trouvaille, la création d'une unité pour la production d'intrants bio. Donc je fais une préparation avec les os des bœufs qui va me donner un engrais organique, un engrais liquide qu'on va appeler biophosphore. De cette fabrique des engrais, des fongicides, des insecticides biologiques à partir des résidus végétaux locaux. Ces intrants seront pour la suite distribués à tous les producteurs de la coopérative pour améliorer leur rendement. Cette innovation majeure a été rendue possible grâce à de solides attaches à l'international avec la coopérative française Équitable. Plus cher et de meilleure qualité, le cacao équitable et bio offre à terme une meilleure rémunération aux producteurs. Au-delà de la plus-value, on peut dire que le producteur, par exemple, avec plus d'argent, il pourra mettre ses enfants à l'école, par exemple. Il pourra prendre soin de sa famille également et faire face à des soins de santé au cas où ses enfants sont malades ou lui-même est malade. Donc c'est prendre soin de sa famille au niveau social. Voilà. Le cacao équitable et bio de cette coopérative lui est acheté sur le marché international à 1850 francs CFA par kilo Borchamp, dont 1350 francs CFA pour le producteur, contre un prix officiel de 825 francs CFA par kilo pour le cacao conventionnel. À juste titre, le commerce équitable permet d'optimiser les performances économiques et environnementales des coopératives. De 13 tonnes de cacao avec 33 planteurs en 2020, la SEB compte plus de 250 producteurs pour 200 tonnes de cacao produits. Une hausse de la production suivie d'une embellie financière. La coopérative s'est dotée d'un nouveau siège, d'un magasin de stockage de 300 tonnes, d'un laboratoire d'analyse du cacao, d'un dispensaire et d'une école pour les villages. Le tout couronné par 2 certifications de commerce équitable et une introduction de l'agroforesterie dans ses bonnes pratiques agricoles. L'agroforesterie, c'est les arbres que nous laissons grandir avec les cacaoyers. Ces arbres-là, de par leurs racines, vont dans le sol et puisent les éléments nutritifs que les racines des cacaoyers ne peuvent pas atteindre. Et donc, ils font ressortir cela et donnent ça en nutrition aux cacaoyers. Le cacao certifié équitable et bio ont pour ambition de montrer qu'il est possible pour les paysans de vivre décemment de leur travail et d'adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. À la suite du succès de la SEB, une dizaine de coopératives ivoiriennes produisent actuellement du cacao bio, tandis que d'autres lorgnent avec beaucoup d'appétit sur un nouvel environnement durable à forte rentabilité. Et oui, voilà, on dira merci à Cheikh Koné pour ce dossier EcoPlus qui nous a permis comme ça de parler aujourd'hui du commerce équitable dans la cacao-culture. Et vous avez vu tout simplement que l'enjeu, eh bien, c'est très grand. Donc, il faudrait toujours vulgariser ce nouveau concept qui prend de plus en plus de place dans notre pays. Deuxième proposition de combien ça coûte avec les produits vivriers. Merci à la réalisation qui nous permet d'avoir le l'igname bete pour commencer à 600 francs CFA le kilogramme, de l'igname Cleglet à 1000 francs le kilogramme. Nous avons aussi du manioc à 250 francs le kilogramme, de la pomme de terre à 600 francs. Voilà, c'est au kilogramme, hein, vous le constatez bien sûr sur vos différents écrans. De la patate douce
à 200 francs CFA le kilogramme. Nous avons aussi du mil pour nous permettre une bonne bouillie ce matin, pourquoi pas, pour prendre de la force, à 400 francs CFA le kilogramme. Et nous terminons avec de l'arachide décortiqué à 1400 francs le kilogramme. Voilà, merci à la réalisation pour toutes ces images. Donc, pour la suite dans cette émission, il y aura bien sûr à vous proposer un beau programme pour la suite, et ce jusqu'à 8 heures. Et il faut le dire, dans la suite de notre programme, il y aura Instant Vérité. Renaud sera avec un invité dans pas trop longtemps. On parlera de filets sociaux. On sera aussi en sport et nous serons avec bien sûr un invité dans Sport Matin. Pour l'instant, il est presque 7 heures. Il est déjà en place pour le point de l'actualité. Régis Kofi, donc, que nous allons retrouver dans quelques secondes. Pour ma part, je vous retrouve juste après lui pour la suite de ce programme. On espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie, bien sûr, dans Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Petite pause. À tout de suite. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Bonjour à tous, on démarre avec cette action citoyenne du Conseil Café Cacao et de la LONASI. Ces deux structures ont offert à l'armée de Côte d'Ivoire du matériel roulant, dont des ambulances. Une action saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Abou Sanogo. Le Conseil Café Cacao et la LONASI apportent un appui opérationnel et logistique aux armées et à la gendarmerie nationale. Et l'appui entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué de 3 pick-up et 3 ambulances offertes par la LONASI et 20 pick-up et 8 véhicules de transport troupes offerts par le Conseil Café Cacao. Un geste qui vient renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leurs missions de sécurisation. La remise de ce jour revêt donc un caractère particulier parce qu'elle est en lien direct avec la défense nationale de notre pays et naturellement, cela confère une nouvelle dimension à l'action sociale de la LONASI. Le Conseil du Café Cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière Café Cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé. En réceptionnant les clés de ces matériels roulants, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, remercier ces bienfaiteurs qui, de par leurs actes, prouvent leur adhésion à l'engagement de nos unités dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. En termes tactiques, cela constitue une capacité d'emport de 390 personnels qui pourront être engagés simultanément sur le terrain. Au plan médical, une prise en charge pourra permettre un transfert rapide sur un plateau technique supérieur. Le nouveau chef de Jacquesville se nomme Lazare Toussaint Acadier. Il est administrateur à la retraite. Il a été intronisé samedi dernier. Le nouveau chef de Jacquesville installé devient donc le 11e. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Le point de Moussa Konaté. Au domicile de Toussaint Acadier, l'heure est à la prière. Un moment de bénédiction avec la famille pour demander la protection divine.
Ensuite, une procession pour rallier la place publique où le nouveau chef de Mambé Amenkwa, village de Jacquesville, sera intronisé. Un chef est un chef. Donc c'est lui qui nous donne la vision. Je connais M. Akadji Toussaint, je sais qu'il nous pourra conduire tous les fils de Jacquesville vers le développement et on le suivra. Nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour son intronisation et l'accompagner d'où nous sommes pour sa nouvelle mission. Donc on l'encourage et on demande à tous les fils de la région d'être autour de tous nos chefs pour que nos cultures ne soient pas abandonnées. Une fois sur les lieux, Toussaint Akadji se soumet au rituel pour des attributs de chef, suivi de la remise officielle de son arrêté de nomination. Toutes ces étapes franchies, Toussaint Akadji est désormais chef de village de Jacquesville. J'attends qu'il rassemble les Jacquevillois, qu'il fasse en sorte que Jacquesville se développe, à l'instar de toutes les villes du Grand Abidjan. Monsieur Toussaint Akadji va nous conseiller, va nous aider à ce que Jacquesville, ville balnéaire, se développe. Il va nous aider, nous conseiller pour que les fils et les filles de Jacquesville entrent dans une très très belle cohésion. Pour réussir sa mission, il faut des chefs aux alentours de lui, pour lui donner des conseils, pour lui montrer comment la tradition, parce que c'est un nouveau. Nous, ça nous fait plus de 30 ans que je suis dedans. Alors si c'est un nouveau, il faut que je sois auprès de lui pour lui donner des conseils. Au nom de la grande chancelière Henriette Diabati, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan transmet ses encouragements au nouveau chef. Je félicite le nouveau chef. Il est l'incarnation du pouvoir public dans le village. Et il faut retenir que toutes les autorités sont émanations de Dieu. Par conséquent, il a un rôle de sacerdoce. Il doit contribuer à faire rayonner la paix entre toutes les communautés, allochtones, allogènes, autochtones et tous ceux qui sont de passage. Né en 1943, Toussaint Akadji est administrateur à la retraite. Il est le 11e chef de village de Jacquesville. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. En République démocratique du Congo, les villages proches du volcan Nyiragongo vivent avec la crainte d'une nouvelle éruption. Reportage. Jean habite à Kicheke, un village à une dizaine de kilomètres de Goma. De chez lui, on peut voir le Nyiragongo, ce volcan qui constitue une menace permanente pour cet agriculteur. Depuis son éruption en mai dernier, Jean ramasse tous les jours des cendres volcaniques qui parsèment son champ de pommes de terre. Les cendres du volcan Nyiragongo tombent régulièrement et mon petit champ est victime de la catastrophe. Regardez, ma plantation est détruite et je ne sais pas si je vais récolter grand-chose. J'ai investi dans ce champ pour subvenir aux besoins de ma famille, mais à cause de l'éruption du volcan, je n'aurai rien et je n'ai reçu aucune aide. Champ ravagé, inquiétude d'une nouvelle éruption. Il faut aussi vivre avec la cendre qui s'insinue partout, même dans les réservoirs pour l'eau potable. Et depuis le début de l'année, l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, observe une activité intense du volcan. Un lac de lave a même fait son apparition dans le cratère. Il y a déjà un lac permanent sur le volcan. Et nous allons vivre une situation où le lac de lave va continuer à accumuler la lave à l'intérieur jusqu'à atteindre le niveau critique. Pour le moment, le lac de lave est encore bas, mais le lac de lave est déjà présent dans le cratère central. Ça, c'est une information claire. Malgré l'activité du volcan, l'alerte reste au jaune. Les équipes de l'OVG en profitent pour installer d'autres sismomètres pour une observation plus fine du volcan. Je suis en train de niveler les sismomètres. Donc les sismomètres, c'est ça les capteurs qui doivent enregistrer les tremblements de terre en question. Donc lorsqu'il y a vibration du sol, ça sera enregistré par les sismomètres ici présents, qui doit envoyer à partir de ces câbles les signaux ici à l'appareil qu'on appelle enregistreur ou digitiseur. Observer, mesurer, mais tout en restant vigilant, l'observatoire le rappelle à la population. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier avait fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons dans la ville de Goma. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Je vous retrouve à 7h30 pour un nouveau développement de l'actualité. C'est pas bien loin, hein, dans quelques instants. Justement, on en parle. Tout à l'heure, j'étais en train de te suivre sur le net. Bon. RTI Mobile. Ah ben oui. Ouais, pour dire qu'on est partout.
Ben oui, justement. La RTI ne fait rien dans la dentelle. On ne fait rien dans la dentelle et vous savez, dans le digital, on fait partie bien sûr des premiers. Sinon, si on est premier, tout simplement. Merci beaucoup à Régis Kofi. Donc, où que vous soyez, que ce soit à la maison ou même que ce soit au bureau, dans les transports, vous avez la possibilité de télécharger RTI Mobile pour nous avoir en tout temps et en tout lieu. On est avec vous, on vous suit partout et on vous permet de vous informer. Allez, on va feuilleter les pages de l'actualité maintenant et vous inciter à aller vers nos différents journaux, au kiosque à journaux, avec bien sûr la revue de presse. Il est avec nous, expert en la matière, lorsqu'on parle de feuilleter les pages de l'actualité aussi. Lui, c'est Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue chez toi. Bienvenue à vous aussi. Alors, on commence avec cette première information. Le ministre de la Réconciliation nationale a accordé une interview à Fraternité Matin. Oui, bonjour à tous. Dans cette le ministre Kouadio Konan-Bertin présente sa méthodologie de travail pour réconcilier les populations vivantes en Côte d'Ivoire. Pour lui, si les Ivoiriens se parlent à nouveau, c'est le résultat d'un travail qu'il faut continuer. Kakabe évoque dans cette interview ses rapports avec des acteurs politiques tels qu'Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Soro Guillaume. Sommet Union africaine-Union européenne, vision commune entre les dirigeants africains et ceux de l'Europe pour 2030. Oui, c'est ce qui ressort de ce sommet qui a réuni 40 chefs d'État plutôt et de gouvernements africains et 27 dirigeants européens en fin de semaine dernière à Bruxelles, en Belgique, à l'occasion du 6e sommet UE-UA. Retrouvé dans le matin de ce jour la déclaration finale de cette rencontre dont l'objectif premier était de repenser la relation entre l'Afrique et l'Europe. Et on parle maintenant, toujours dans le même sujet, de cette offensive diplomatique. Lors du sommet UE-UA, le président Alassane Ouattara séduit les décideurs du monde. C'est ce que Barassa Le Patriote, selon le confrère. Lors de cette rencontre au sommet entre les dirigeants africains et ceux de l'Europe, le président ivoirien a mis tous ses interlocuteurs d'accord sur le fait que la Côte d'Ivoire peut, à travers ses infrastructures et les politiques mises en place, se poser en dernier rempart de la stabilité en Afrique francophone. Et lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire et les États-Unis engagent des opérations militaires. Oui, depuis hier, plusieurs pays africains et européens se trouvent à l'Académie militaire de lutte contre le terrorisme de Jacquesville dans le cadre de l'édition 2022 de l'opération Flintlock. Cette activité menée depuis plusieurs années par le commandement militaire américain pour l'Afrique, met l'accent cette année sur la lutte contre le terrorisme. Et le ministère de la Fonction publique lance bien sûr un ultimatum aux candidats admis à plusieurs concours administratifs. Oui, ceux-ci ont 2 semaines, soit jusqu'au 4 mars 2022 pour faire leur choix définitif, selon un communiqué de ce ministère. Plus de précisions dans le Patriote de ce jour. Et on termine avec ce sujet, élection à la mairie de Boisflé. Le scrutin reprend demain. Oui, annulé par le préfet de département en raison de troubles lors du dépouillement. L'élection du successeur du maire Léyébi Lucien décédé sera reprise ce mardi 22 février. Le fait marquant de ce nouveau vote est le désistement du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ainsi, le candidat du PDCI est seul en lice, ce qui, selon Abidjan.net, lui garantit une victoire à coup sûr à cette élection. Merci Renaud. Merci Joël. Et surtout merci pour ce costume très ministre. Oh là là. Ouais. J'essaie de faire comme vous à chaque fois. Merci pour le compliment. Non, je vous le ramène. Lui, il aime bien la sobriété. Hein? Nous, je vous le ramène, vous êtes superbement vêtu. Ben, pourquoi je mets le bouton? Rapidement. Voilà. Voilà, je te ressemble un peu maintenant. Oh là. Merci mon frère. Merci. Tout à l'heure, bien sûr, pour notre programme dans cette émission. Et si on vous permettait... Oh, c'est mignon, je me vois sur l'écran. Ouais. Alors, appel WhatsApp pour permettre de savoir comment, et bien sûr, nos téléspectateurs commencent la journée, le petit rituel matinal, qu'est-ce qu'on fait et tout, on regarde et on revient. Bonjour les amis, je suis Mamadi Kébé, journaliste. Alors, je vais vous partager un topo que je fais chaque matin. Quand je me réveille, je prends un bon plat cali chaud. Quand je finis de manger mon plat cali, je me mets sur la route du boulot. Arrivé au boulot, j'allume la télévision, je regarde l'édition des Matins Bonheur de ce jour. Quand je finis, comme son nom l'indique, Matin Bonheur, mon matin est d'un bonheur total. Je me mets maintenant à travailler.
Alors c'était moi, Mamadi Kébé, au revoir et puis bravo à toute l'équipe et félicitations à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vous salue, bisous. Coucou, salut à toute l'équipe de Matin Bonheur. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Sandrine Moon. Chaque matin quand je me réveille, la première chose que je fais c'est de dire merci à Dieu. Voilà, merci à Dieu pour mon réveil, pour ma vie. Ensuite, je descends du lit, je fais juste un peu d'abdos. Petit sport pour garder la forme, voilà. Ensuite, je vais en cuisine, vérifier un peu tout. La nourriture de la veille, mettre au frigo, voilà. Et après ça, je vais directement dans la douche, je prends mon bain. Après, je me prépare et je prends la route du travail, voilà. Je prends la route du travail. Une fois au bureau, j'aménage un peu le bureau et je m'installe, je commence. Voilà, la journée commence. Et voilà, c'est pratiquement mon quotidien. Rien de très spécial, rien de particulier. Bisous. Merci de partager avec nous ce que vous faites le matin dans les appels WhatsApp. On vous donnera tout à l'heure les numéros, voilà, pour nous emmener vos différentes vidéos. Vous savez, lorsque nous nous levons le matin, on a un seul objectif, vous faire plaisir, parce que les patrons, c'est bien sûr vous. Ils sont aussi là pour vous informer. Dans Instant Vérité, Renaud est son invité. Aujourd'hui, Renaud reçoit M. Koné Kipéa, il est chef de projet filets sociaux productifs. Avec lui, bien sûr, vous l'aurez compris, l'impact des filets sociaux sur la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est l'instant où se disent toutes les vérités. C'est parti. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien à travers sa politique sociale baptisée Côte d'Ivoire solidaire. Pour y parvenir, plusieurs structures et instruments, dont les filets sociaux productifs, ont été mis en place. Des années après son lancement, ce projet a-t-il permis d'inverser la courbe de la pauvreté en Côte d'Ivoire? Eh bien, pour le savoir, nous recevons M. Koné Kipéa, coordonnateur du projet Filets sociaux productifs. Bonjour, M. Koné. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter véritablement ce projet des filets sociaux productifs? Bien, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des filets sociaux productifs. Les filets sociaux productifs, c'est un projet qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. Il est donc destiné à faire des transferts monétaires à des populations qui sont ciblées parmi les plus pauvres. Le montant de transfert est de 36 000 francs CFA, qui est donc alloué tous les 3 mois. Et ces ménages-là doivent utiliser ce montant pour améliorer leur accessibilité aux services sociaux de base, les besoins de consommation, de nutrition, de santé, d'éducation, mais aussi nous les accompagnons avec des formations pour pouvoir initier des activités génératrices de revenus. Ok, bon, après cette présentation, dites-nous, quels sont les critères de désignation des bénéficiaires des filets sociaux? C'est une bonne question parce que cette question nous revient assez souvent. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Comment est-ce que l'État fait pour pouvoir sélectionner quelques-uns qui doivent donc bénéficier de ces transferts monétaires? Alors, pour être tout à fait transparent avec les partenaires de la Banque mondiale, mais aussi des institutions telles que l'Institut national de la statistique et l'NCA, on a donc procédé à l'identification d'une démarche qui va d'abord s'articuler sur le repérage géographique. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, si nous voulons travailler sur les ménages les plus pauvres, où est-ce que nous les retrouvons? Donc les enquêtes statistiques nous permettent qui ont les scores de pauvreté les plus élevés. Et c'est au sein, n'est-ce pas, de ces régions-là qu'on va cibler. Quelle région, par exemple? Je vous donne selon les critères. Je vous donne la région de Kabadougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec un niveau de pauvreté de près de 87%, donc sur la base des données de l'enquête niveau de vie des ménages 2015. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède au maillage, déjà au niveau des régions, mais également à l'intérieur des régions, sur les départements ensuite, les communes, les villages
Et de cette manière-là, on peut aller vers les localités où il y a plus de ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Monsieur Koné, excusez-moi. Oui, je suis toujours sur les critères parce qu'on a 3 paliers. Le premier palier, c'est celui du repérage géographique. Le second, c'est d'aller procéder à une enquête auprès de l'ensemble des ménages de la localité lorsqu'on est en milieu rural et auprès de certains ménages lorsqu'on est en milieu urbain. Et ensuite, on va faire une classification des ménages les plus pauvres aux moins pauvres. Et sur cette base-là, devant la communauté elle-même, on va procéder à une validation dite communautaire de la liste des ménages bénéficiaires. Ce qu'on recherche, en fait, c'est le consensus. Ok. Je veux dire, je vais revenir sur le critère pour définir qui est pauvre ou qui ne l'est pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ces critères-là? Parce que, je veux dire, on pourrait vous dire tout de suite que vous parlez du Kabadougou, mais à Abidjan, il y a des pauvres. À Bengrou, il y a des pauvres. À San Pedro, il y en a. Quels sont les critères véritablement pour définir quelqu'un qui est pauvre ou qui ne l'est pas? Nous sommes partis en 2015 avec ce projet sur la base des données statistiques de l'enquête niveau de vie des ménages. Les données statistiques dont vous parlez. Et les éléments pertinents de cette enquête statistique de 2015 disaient donc qu'est pauvre celui qui n'a pas 737 francs par jour. 737 francs par jour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et extrêmement pauvre, celui donc qui n'avait pas 335 francs par jour. Mais monsieur Koné, et donc sur cette base... Ce critère-là, excusez-moi, mais je dis partout dans la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui y répondent. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est pourquoi justement le projet est partout en Côte d'Ivoire. Le projet est actuellement sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Il couvre 1905 villages. Et il touche 108 départements et 108 communes, chefs-lieux de ces départements. Donc le souci, n'est-ce pas, du gouvernement a été vraiment d'avoir un maillage assez large qui ne laisse aucune des régions en dehors du système. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au repérage géographique part du fait que nous avons commencé en 2015 avec une phase pilote et on allait graduellement des régions qui étaient les plus impactées par la pauvreté vers les autres ensuite dans le souci d'une redistribution assez large du gouvernement de Côte d'Ivoire. Bon, je dis, après avoir expliqué les critères de désignation des personnes les pauvres et les plus pauvres, dites-nous sur quelle base le montant de 36 000 francs CFA par trimestre, parce que c'est ce que les filets socioproductifs reversent aux personnes qui ont été choisies dans le cadre de ce projet, sur quelle base ces 36 000 francs CFA ont été choisis? Oui, je lis dans votre question la remarque qui vient à ce est-ce que c'est pas trop petit? Bon, vous l'avez dit. On peut sortir de la pauvreté. J'allais poser cette question. Mais je vous donne tout de suite, n'est-ce pas, la base de calcul. 36 000, ça a été calculé sur la base de 12 000 francs par mois. 12 000 francs par mois, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le seuil de 335 francs jour. Donc, ramené au mois, ça fait 10 050. Tout à l'heure, vous avez parlé de 700 francs dans vos explications. Sur la pauvreté, mais j'ai parlé de 335 francs sur l'extrême pauvreté. Il faut déjà commencer par les extrêmement pauvres, avant d'accéder, bien sûr, à ceux qui sont pauvres de manière générale. Donc, 335 francs jour, ça nous ramène à 10 050. Et le gouvernement a bonifié pour qu'on puisse se retrouver à 12 000, mais payable au trimestre, pour que cela puisse représenter quand même un montant qui permet effectivement d'accéder à la consommation. Je vais plus loin pour dire que ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Le modèle des filets sociaux, ce n'est pas de donner un revenu de remplacement. Ce n'est pas de donner un salaire. Autrement, vous tuez la capacité de travail de vos concitoyens. Donc c'est une incitation, c'est une assistance, c'est une aide pour vous relever. Et donc, voici pourquoi ça a été calculé sur cette base. Au Brésil, qui a fortement influencé le modèle des filets sociaux de par le monde, c'est 13 750. Au Sénégal, c'est 25 000 francs le trimestre. Et au Burkina, c'est de 10 000 à 12 000. Monsieur Koné, je veux bien que vous citiez les éléments de comparaison. C'est le modèle économique, en fait. Oui, monsieur Koné, je veux bien que vous citiez les éléments de comparaison, mais les réalités sont différentes d'un endroit à un autre du monde. On est en Côte d'Ivoire, je dis ici à Abidjan, avec 36 000 francs CFA, parce que des pauvres, il y en a aussi à Abidjan. Est-ce qu'avec 36 000 francs CFA, même si vous dites que ces allocations que vous reversez, c'est pour soutenir les gens, avec 36 000 francs CFA, pensez-vous qu'une famille peut s'en sortir à Abidjan? On peut le dire ici sur le plateau, mais ce serait encore mieux que vous et moi, nous allions tout de suite après l'émission à Koumassi, à Koumyanta. Monsieur Koné, en attendant qu'on y aille, est-ce que pour nos téléspectateurs... Non, c'est l'évidence. Je vais vous dire que c'est par l'administration de la preuve que je peux peut-être vous répondre. Autrement, vous n'allez jamais y croire. Mais il faut aller à Abidjan,
je ne vais pas stigmatiser un quartier, mais je vous cite Koumassi à Koumiambla, comme j'aurais pu vous citer Abobo Klocha ou Abobo derrière Rail, mais il y a des niches de pauvreté inimaginables ici en grande agglomération d'Abidjan. Vous ne savez pas qu'ici, il y a des concitoyens de ce district d'Abidjan où il faut prendre la pirogue pour aller vers leur lieu de résidence, quelque part derrière à Port-Boué. Mais ceux-là, ils font partie des Ivoiriens. Et il faut pouvoir leur tendre la main. Et c'est là-bas que le ciblage se fait, comme je vous ai dit, aller vers les niches qui sont les plus marquées par l'extrême pauvreté. Donc ici à Abidjan, nous couvrons 21 900 ménages. À Abidjan. Vous multipliez en moyenne par 6 personnes par ménage, vous voyez un peu la magnitude que ça fait en termes de couverture. Récemment, vous avez dit lors d'une rencontre avec la presse organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale que les filets socioproductifs couvraient 227 000 ménages à ce jour. Dites-moi, vous accompagnez les personnes auxquelles vous reversez les allocations dans la réalisation de projets. Comment ça se fait de façon pratique? De manière pratique, nous avons déjà tout le dispositif de l'administration sociale, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui est le département de tutelle de projet, et le ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Ce sont donc ces ministères-là qui ont des travailleurs sociaux en région, mais qui sont appuyés par des agents communautaires. Il y en a 405 qui sont recrutés et dédiés au rôle de suivi. Et ce rôle de suivi-là, c'est déjà articulé sur ce qu'on appelle le renforcement du capital humain. Ça veut dire comment on va aller auprès des ménages, les sensibiliser sur les pratiques familiales essentielles, le planning familial, l'amélioration de la nutrition, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais qui vont aller plus loin, former sur la bonne utilisation du budget familial, les 36 000 francs, l'initiation des activités génératrices de revenus, la mise en association, et c'est tout cela qui permet en définitive de voir comment est-ce que les 36 000 sont un investissement dans le capital humain. Et le retour sur investissement, c'est tout ce que je viens de citer. Monsieur Koné, après 3 ans, les bénéficiaires des allocations du projet filets sociaux sortent du projet et ils laissent la place à d'autres. Après la période, si des bénéficiaires éventuellement n'ont pas pu réaliser un projet qui pourrait leur permettre de continuer à vivre comme ils le faisaient quand ils recevaient les allocations, qu'est-ce qui est fait pour eux? J'ai envie de dire, je touche du bois. Bon, on touche du bois, mais... il est fortement recommandé à tous les bénéficiaires d'avoir un suivi assez rigoureux sur 3 ans pour leur permettre de s'affranchir après les 3 ans. Et donc, je peux dire qu'à 90%, nous avons quand même affaire à des ménages qui suivent tout ce qu'on leur administre comme conseil. Et évidemment, ça permet d'atténuer la pauvreté. La prétention n'est pas de dire qu'on va sortir 100% des ménages qui sont dans le pipe de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté, mais c'est déjà de pouvoir accompagner une grande majorité pour les affranchir de ce cercle vicieux de la pauvreté. C'est ça, en fait, l'objectif. Monsieur Koné, vous envisagez toucher d'ici à 2025 300 000 ménages pauvres. Est-ce à dire que, selon les statistiques que tout à l'heure vous citiez, il n'y a que 300 000 ménages pauvres au Côte d'Ivoire? Selon les données qu'on avait... Non, ce n'est pas une estimation. Selon les données qu'on avait de l'ENV 2015, on était à 600 000 ménages pauvres. Vous Sur 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Je parle de ménages, pas d'individus, pas d'habitants. Donc, sur la base de ces 600 000 ménages, on s'était donc fixé un objectif de graduer progressivement jusqu'aux 600 000. Vous savez que le taux de pauvreté est passé de 46,3% à 39,4% plus récemment. Et donc, cela a une incidence sur les extrêmement pauvres en Côte d'Ivoire, de manière à ce que ce panier de 600 et quelques mille ménages est retombé à peu près 300 000 ménages. Donc l'ambition du plan national de développement, c'est de pouvoir justement ratisser à ce large pour toucher le maximum de ménages pauvres. Mais évidemment, la pauvreté aussi, elle est dynamique de la même manière que la croissance. Donc plus il y a de la croissance, ça va peut-être déplacer le curseur d'un niveau de 737 francs à un autre niveau plus élevé, mais évidemment, il y aura toujours relativement des ménages pauvres. Donc travailler à lutter contre la pauvreté, j'allais dire, est une quête perpétuelle pour un gouvernement qui aspire au bien-être de ses concitoyens. Et je pense bien que c'est le cas du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, M. Koné. En tout cas, on espère que vous aurez un peu compris le fonctionnement du projet filets sociaux dont nous recevions le coordonnateur aujourd'hui pour parler de ce projet mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour réduire la pauvreté dans notre pays. Merci, M. Koné Kipéa. Merci beaucoup. Voilà, restez dans votre émission Matin Bonheur. On retrouve Angeval pour la suite de ce programme.
Merci. Merci beaucoup, Renaud, et aussi merci à M. Konekipea. Merci d'avoir été avec nous, surtout pour parler des filets sociaux, pour nous permettre de mieux comprendre le sujet, le mécanisme qui est mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Excellente journée à vous. Dans cette émission, on va juste marquer une petite pause avec l'agenda et on va se retrouver pour la suite de ce numéro de Matin Bonheur. On sera dans le dernier virage. À tout de suite. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Professionnels, vous désirez renforcer vos capacités? Rejoignez le CAMPC, une institution inter-État de formation professionnelle continue de renom. Le CAMPC vous offre en 10 mois des formations diplômantes en cours du soir et en ligne dans les filières suivantes: management de la commande publique, protocole, diplomatie et relations internationales, finance, ingénierie fiscale, management sanitaire et gouvernance hospitalière, management des établissements scolaires et universitaires, management de projets ou de programmes, qualité, sécurité, environnement, ingénierie des ressources humaines, management des organisations et un DBA. La prochaine rentrée est prévue pour le 28 février 2022. Au CAMPC, c'est aussi des séminaires et des certificats. Contactez-nous au +225 27 22 44 43 22 ou au 05 45 53 40. Merci de nous rejoindre. Le dernier point de l'actualité dans cette matinale démarre en bref. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé OMS afin de permettre au continent africain, qui a souffert d'un accès restreint aux vaccins anti-Covid, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. La communauté Saint-Égidio célèbre ses 54 ans d'existence à son siège à Trècheville. Saint-Égidio, un mouvement laïque répandu dans le monde entier, la communauté a consacré sa vocation sur la communication de l'Évangile, le dialogue et la solidarité envers les pauvres. Le point de Didier Nguessan. Elle naît à Rome, dans les entrailles de l'Église catholique en 1968. Aujourd'hui, la communauté Saint-Égidio a 54 ans. Leaders et fidèles ont célébré l'événement au siège de l'Église dans la commune de Trècheville. Des moments sobres de recueillement et louanges ont traduit la reconnaissance des fidèles pour les actions manifestées. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu d'abord des frères et des sœurs, mais nous avons reçu la grâce d'être une grande famille. Alors, je crois qu'il faut dire merci au Seigneur, remercier tous nos donateurs. C'est 54 ans de vie avec les démunis, mais c'est surtout 54 ans de recherche de la paix. La communauté Saint-Égidio est toujours là où les peuples ont du mal à se rencontrer. Saint-Égidio, communauté catholique au service des démunis, malades, prisonniers et personnes du troisième âge. Cette communauté a basé son action sur les valeurs de la fraternité, de l'amour et de l'évangile. Aujourd'hui, c'est une école de paix. Partout dans le monde, on crée des écoles de guerre. Aujourd'hui, grâce à Saint-Égidio, il y a des écoles de la paix et qui donnent l'occasion aux enfants de se former à la paix. Je crois que c'est une autre façon de dire. Comme avant, celui qui veut la paix prépare la guerre. Saint-Égidio dit, celui qui veut la paix prépare la paix. En 54 ans, la communauté s'est répandue dans plus de 70 pays où 70 000 personnes ont reçu l'évangile de la charité. C'est en 1988 à Grand-Bassam que la communauté Saint-Égidio est née en Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 13 000 membres et est implantée dans une trentaine de villes du pays.
Et puis, la légende Gedegba Ignace, alias Turbo, a raccroché les crampons il y a quelques mois maintenant. Vous le savez, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion est allé apporter la compassion du gouvernement à la famille de l'illustre disparu de cette ancienne gloire du football, Salif Ouattara. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Gedegba Ignace sera inhumé à Bongwanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Kona Bertin, a rendu visite à la famille de l'illustre disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Gedegba Ignace. Saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Gedegba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février, dans la localité de Bongwanou. Gedegba Ignace décédé il y a quelques semaines. Point final. Excellente journée, vous savez tout presque. Ah, mais c'est vite fini aujourd'hui. Il est pressé de partir. Oui, mais c'était rapide, c'était rapide. Oui, c'était rapide. C'était rapide. Ouais. Mais il y avait tout. Voilà, c'était un condensé de l'information. T'as pas le choix. Merci beaucoup à Régis, qu'on va retrouver demain avec beaucoup de plaisir. Et ce sera encore pour vous donner toutes les informations qu'il faut. Les infos d'ici. Et aussi, d'ailleurs, dans ce dernier virage, bien sûr, on va parler sport, donc avec un expert en la matière. Et vous le savez, depuis le début de cette nouvelle saison, il y a 7 innovations. On parle de sport, et on est rentré dans la CAN, on a bien parlé de CAN, mais on continue car le sport, c'est aussi de l'actualité. On continue, on a le championnat ivoirien, on a aussi des championnats à l'extérieur. Ungamble Konaté est avec nous et on le reçoit juste après ce jingle. Tous les sports en sa compagnie. Bonjour. Bonjour Thierry Joël. Bienvenue. Merci. On a bien commencé le lundi. Absolument, oui. Après un week-end sportif très mouvementé, je pense que voilà, la semaine débute bien. Bien sûr. Alors, cette semaine, on en parle maintenant. Basket N1, hommes et dames, 7e journée. Au basketball, Thierry Joël, on a joué ce week-end pour le compte de la 7e journée de la N1. Plusieurs duels étaient au programme chez les hommes. L'Africa Sport s'incline 63-81 face à Asa. Warriors s'impose 78-65 face à Team A6. L'ABC renoue avec la victoire en l'emportant 72-55 face à CSA Trècheville. Belle victoire d'Azur 71-45 face au CW. La SOA a pris le meilleur sur la JCA 72-54. Happy Sniper s'impose de 3 points d'écart 76-73 face à IVSTP. Chez les dames, plusieurs chocs étaient également au rendez-vous dans le cadre de la 7e journée au Palais des Sports de Trècheville. FBA de la présidente Traoré Safia aussi un 3e succès de rang 11 s'impose à 46-30 face à UE3A. Toujours en difficulté, GSPM s'incline lourdement 31-72 face à ABC. Défaite des NCA 57-62 face au CSA Trècheville. La SOA humilie Indénié Basketball Club 89-32, soit 57 points d'écart. Prochain rendez-vous Tirangeval le samedi 26 et dimanche 27 février pour la 8e journée, toujours au Palais des Sports de Trècheville. Et bien sûr, vous aurez tous les détails sur cette 8e journée donc à venir. C'est une avalanche de 3 points, voilà, lorsque nous sommes en basket. Tu sais que je joue au basket? Oui, vous avez la taille, hein, j'imagine. Oui, oui. C'était pas mal quand même, oui. Allez, on coupe CAF, autant pour moi, 2e journée. Eh bien, les jaunes et noirs se relancent. Absolument, Thierry Angeval.
l'ASEC Mimosa domine la Renaissance sportive de Berkane, 3-1 et se relance à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération. Une belle victoire qui a pris du temps à se dessiner au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. 0-0 à la pause, il faut attendre la seconde période pour voir le match se débloquer. 57e minute, Aziz Ki Stéphane ouvre le score pour l'ASEC Mimosa. Deuxième but en 2 matchs pour l'international burkinabé. 1-0 puis 2-0 à la 64e minute. Grâce à Souleymane Koulibaly qui reprend parfaitement un coup franc repoussé par le gardien marocain. Konaté Karim d'une frappe en pivot inscrit le 3e but des Mimos à la 69e minute. À 7 minutes de la fin de la partie, les Marocains réduisent la marque. Thierry Angeval sur une tête de Chekri El Bari. La SEC s'impose 3-1 et partage la seconde place au classement avec son adversaire du jour à 1 point de retard sur le Tanzanien de Simba qui ont arraché le nul 1-1 à Niamey face à l'USGN, prochain adversaire des Mimos. On imagine la joie d'Anzouma Fofana, l'enfant de Dabakala ce matin. Alors, il faut le dire, l'ASEC Mimosa, ça a été une belle performance. Une belle performance, il fallait absolument s'imposer. Après, donc, on va dire la défaite 3-1 face au Simba. Et là, l'ASEC se relance. Ils sont, on va dire, 3e, à égalité avec l'adversaire, enfin, celui qu'ils ont battu hier. Donc, ils ont la possibilité maintenant de jouer la qualification, pourquoi pas, la 2e place. La difficulté de l'ASEC, c'est que l'ASEC reçoit à Cotonou, parce que le stade Robert Champoux de Makori n'est pas homologué. Donc, mais ils en ont profité hier à Cotonou pour s'imposer 3-1. Et c'est déjà, on va dire, très très bien pour la suite de la compétition. Et voilà qui est bien, qui finit bien, il faut le dire. Lorsqu'on part à l'extérieur, c'est toujours bien de gagner. C'est toujours bien de gagner. Il faut déjà gagner tous ces matchs à domicile. Et puis grappiller quelques points à l'étranger. Donc, puisque au terme, donc, on va dire, des phases de poule, ce sont les 2 premiers qui se qualifient donc, en quart de finale. L'ASEC n'a jamais atteint donc, ce niveau de la compétition. Et les jeunes n'ont pour objectif de sortir des phases de poule cette année. Et comme on l'a dit, les jaunes et noirs se relancent. Donc, toujours en football, on parle de la Ligue 1 maintenant, le point de la 10e journée. Absolument, Thierry, en jouant en Ligue 1. On a joué ce week-end pour le compte de la 10e journée. Plusieurs chocs étaient au programme au stade Robert Champoux de Makori. Le Stella Club d'Adjamé avait rendez-vous avec la FAD. À peine 5 minutes de jeu, Traoré Jakaria alias Kirikou ouvre le score pour le Stella. Kirikou double la mise à la 72e minute. 3e but de la saison pour le natif de Diokwe. La FAD pousse et réduit la marque à 2 minutes du terme grâce à Roméo Kwame. 2-1, score final Thierry Angeval. La 10e journée a également souri aux Liman qui se sont imposés 2-0 face à Sol FC. 2 buts signés Bamba Latif, l'ancien de l'ASEC Mimosa, et Kofi Jean. 3e victoire de la saison pour Lys Sassandra. Scénario cruel pour l'Asie d'Abengourou qui a longtemps résisté face à la SOA avant de s'incliner finalement dans l'état additionnel sur cette réalisation pleine d'audace de Doua Sénico. Dans les autres positions, Gagnoa s'est incliné à domicile 2-0 face au FC San Pedro. Traoré Seydou permet au Racing de l'emporter 1-0 face au COK. L'opposition Boaké FC entend sortir de Bafing a été interrompue en raison de la pluie alors que Boaké menait 1-0. L'USC Bassam affronte l'ASEC Mimosa le 24 mars prochain. Au classement, Thierry Angeval, l'ASEC Mimosa est toujours leader avec 3 matchs en retard. 2e Gagnoa, 20 points. Le FC San Pedro complète le podium avec 18 points. Le Stella remonte à la 6e place grâce à sa victoire face à la FAD. Boaké est 10e, le COK 11e, la FAD 12e. L'Azida Bengourou et l'USC Bassam sont respectivement 13e et 14e. Ils sont bien évidemment relégables, Thierry Angeval. Merci pour ce classement aussi que vous apercevez sur vos écrans. Alors, petit recap, on a parlé de basketball pour commencer. N1, hommes et dames. Coupe CAF, 2e journée. On a dit aussi que l'ASEC Mimosa se relance après ce très beau match à Cotonou. Donc, Football League 1, eh bien, le point de la 10e journée. Il y a eu de très beaux buts. De très beaux buts, Thierry Angeval, comme si vous y étiez. 9 buts ont été inscrits sur les différentes pelouses à Gagnoa et à Abidjan. Nous avons donc sélectionné les meilleurs pour vous. Suivons. C'est parti.
Traoré Jakaria alias Kirikou, qui a donc inscrit le meilleur but de cette 10e journée, ouverture du pied à la Lionel Messi. Il voit le gardien Ulrich Ndrin sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le lobe tranquillement. Je pense qu'il est avec nous. Il va nous rejoindre dans quelques instants, Tirage. Ben oui, et il va nous rejoindre de la plus belle des manières. Voilà. Allez, on l'accueille. Allons-y. Kirikou, voilà, que nous avons. C'est son petit nom. Hein. C'est son petit nom. Hein. Il a été découvert à Diokoué en 2014 à l'occasion d'une tournée de l'Africa Sport. Et juste après, il va rejoindre donc cette équipe-là de l'Africa, et avec laquelle il va passer une année, Kirikou. Il va passer une année à l'Africa Sport. Et juste après, il rejoint donc l'AS Standard, enfin Boaké FC pour 3 saisons, Kirikou, pour 3 saisons. Et après l'aventure avec Boaké, c'est bien ça, il s'envole donc pour le Burkina Faso. Et là, Kirikou, une saison après, rejoint donc, retrouve la Côte d'Ivoire et dépose ses bagages à l'AS Standard. Et quelque chose va se passer. Et Kirikou, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous rejoignez l'AS Standard? Bonjour, d'abord. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. On arrive à l'AS Standard. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Bon, à l'AS Standard, c'est... Je revenais du Burkina, il fallait me relancer. Donc, l'AS Standard m'accueille, je dépose mes valises à l'AS Standard. Voilà, le championnat était tenu sur 3 mois. Voilà, on croise le Stella. Au match aller, je marque un but. Voilà, au match retour, je fais encore un doublé. C'est là que les dirigeants du Stella m'ont approché, voilà, pour me faire part de leurs propositions par rapport à la saison qui allait suivre. Bien sûr. Il est avec nous aujourd'hui dans cette émission. C'est un invité que nous recevons. C'est une étoile hein, lorsqu'on parle du championnat ivoirien aujourd'hui. Alors, on va laisser Ngamblé Konaté cuisiner notre Kirikou. Non, pas cuisiner Kirikou. Alors, Kirikou, on va revenir d'abord sur cette performance XXL hier donc au stade, avant-hier au stade Robert Champoux de Makori. Expliquez-nous ce but-là, surtout le deuxième but, ouverture du pied droit, vous lobez tranquillement, parfaitement, Ulrich Ndrin. Expliquez-nous un peu ce but-là. Bon, c'était l'action. L'action, c'est là, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, parce que j'ai fixé un peu le gardien. Voir qu'il a fermé le premier poteau. Si je jouais la balle au sol, il allait prendre. Donc, j'ai juste levé le ballon pour que le ballon ne soit pas à sa portée, pour que je puisse avoir le filet. Très bien. Alors, Thierry Joal, on a bien envie de demander à Kirikou aussi, hein, ça c'est très important. À l'état civil, c'est Traoré Jakaria. Pourquoi Kirikou? Bon, Kirikou, ça c'est lors de la tournée de l'Africa, quand ils sont arrivés à Diokoué. Voilà, c'est là que l'Africa me déniche. Bon, arrivé à Abidjan après quelques séances avec l'équipe réserve de l'Africa. Voilà, il fallait me présenter aux supporters et puis au bureau de l'Africa. C'est comme ça que à la présentation, c'est là c'est un papa pour moi, Koneche Kouma. Voilà. Il me met le nom de Kirikou sur le dos. Bon, tout de suite j'ai tiqué. Bon, c'est qui ce personnage encore? Bon, on m'appelle Kirikou, c'est qui? Bon, c'est arrivé à la maison. Voilà. Kirikou, le micro va rapprocher un peu. Bon, arrivé à la maison, j'ai refait le film, j'ai regardé le film de Kirikou, j'ai vu que bon, c'est un personnage très intelligent. Voilà, très rapide aussi. Très rapide aussi. Oui. Voilà, qui sauve le village aussi parfois. Voilà. Donc, j'ai accepté le nom. Voilà, et puis bon, c'est de là que tout est parti. Comme au football aussi, bon, c'est l'intelligence là, ça se voit sur le terrain. Voilà, c'est vrai que, pas ma morphologie, mais je prends l'intelligence aussi pour faire la différence parfois. Alors Kirikou, ouais. Déjà, il dit là, la morphologie de Kirikou, très intelligent également Kirikou. Alors Kirikou, dites-nous, est-ce que depuis Diokoué, on pensait que, vu votre taille hein, et votre forme, on pensait qu'un jour Kirikou sera donc footballeur professionnel? Non, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas, mais ceux qui ne croyaient pas, voilà, juste les dire que bon, jusqu'à aujourd'hui je suis là, je continue à faire ce que j'aime le plus. Voilà, ma passion c'est le football. Je crois en moi-même d'abord. Voilà. Et les dit de me soutenir toujours, que je suis toujours là. Mais votre mère croyait en vous, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est elle-même qui me donne la force encore de toujours continuer, père à son âme. Ma guerre n'est plus. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas que je joue au football. Compte tenu de ma taille, tout ça et ça. Mais elle ne s'est pas entêtée, elle m'a dit non, de faire ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est le football. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le football que je pratique. Et là, vous vous identifiez hein, souvent à Kone Bakary Baki.
Pourquoi? Parce que vous avez pratiquement la même taille? Bon, on peut le dire, mais ce n'est pas lui seul. Hein. Voilà, il y a Insigne, il y a Drins Mentes, il y a Valbuena. Voilà, je triche un peu. Voilà, j'essaie de m'adapter un peu à prendre quelques trucs, quelques astuces pour compléter. Puis bon, je m'en sors un peu avec ça. C'est vrai qu'on en fait une fixation, mais ce sont pratiquement les meilleurs joueurs du monde hein, qui sont très rapides avec cette morphologie et tout. On a Roberto Carlos, on a ces grands joueurs. En tout cas, félicitations. Ah, félicitations. Moi, ce que je voulais juste demander, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on doit entrer sur le terrain? À quoi on pense? Quel est le petit rituel chaque fois qu'on doit rentrer sur le terrain? Bon, moi, personnellement, mon rituel, c'est avant les matchs, c'est beaucoup de prières. Oui. Voilà. Et puis bon, quand tu rentres sur un terrain, c'est la gagne, quoi. Bien sûr. Voilà, aller se battre pour avoir les 3 points. Voilà, se donner à fond, ne plus rien regretter après le match. Ouais. C'est le plus important. Le tout pour le tout. Ouais. Alors, Kirikou, est-ce que, on va dire, votre taille, votre morphologie est plutôt un avantage pour vous ou bien un inconvénient? Bon, moi, je m'en sers de ça pour faire ma force. Voilà, parce que ça a des avantages et puis ça a des inconvénients aussi. Mais moi, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Parce que même si je n'ai pas la taille, voilà, j'ai l'intelligence et puis bon, j'ai la rapidité et puis je suis vif en plus. Donc ça m'aide à prendre un peu les défenseurs en défaut. Voilà, même si ce n'est pas facile dans les duels aériens. Mais parfois, je gagne les duels aériens. Voilà. Donc quand je gagne les duels aériens comme ça, ça me donne encore plus de confiance. Puis bon. Alors Thierry, j'aurais bien envie de le demander. Est-ce que Kirikou a une fois inscrit un but de la tête? Bien sûr. Avec l'équipe de Bouaké FC. Ça n'a pas été facile. Bon, la balle m'a surpris. C'était au deuxième poteau, donc j'ai juste mis ma tête et puis bon, j'ai marqué le but. Il est léger comme Messi, comme Boca. Mais quand elle les connaît, naturellement, on ne compte pas sur vous. Hein. Non, on ne compte pas sur moi. Même cette saison, même si quand vous regardez les matchs, quand il y a un corner comme ça, le coach se met à crier sur le banc. Parce que moi, tout de suite, je vais vers le but. Hein. Mais le coach se met à crier. Mais Kirikou, tu vas où? Mais... Bon, j'essaie à tirer par le but. Donc, coach, c'est pas parce que j'ai une petite taille que je vais pas au corner. Voilà, il peut arriver que je marque sur un corner. Messi l'a fait face à Manchester à la finale d'une Ligue des Champions. Mais pourquoi pas moi? Alors, Konaté, moi j'ai une question. Ton meilleur but? C'est vrai que tu as parlé d'un but à la tête, par la tête tout à l'heure, là, mais ton meilleur but, ce qui te reste à l'esprit, c'était lequel? On cherche. Il y en a plusieurs. Bon, c'est la montée avec Bouaké en Ligue 2, en Ligue 1. Oui. Voilà, le but a permis à l'équipe de monter en Ligue 1 et jusqu'à présent, Bouaké est toujours en Ligue 1. Très bien, Kirikou. Alors, on va parler d'Isla Club d'Adjamé, où vous évoluez maintenant. Est-ce que l'intégration a été, on va dire, plutôt facile? On sait que vous avez déjà 3 buts au compteur en 10 journées. Est-ce que vous vous sentez bien au Stella Club d'Adjamé? Bon, tout de suite, ça se voit. Hein. Voilà, parce que j'ai été très bien accueilli au Stella. Voilà, le début de saison n'a pas été facile. Mais je me suis donné du moyen pour vite revenir dans le championnat. Et Dieu fait qu'aujourd'hui, bon, la forme y est. Et puis bon, les statistiques en parlent. Alors, quelles sont vos ambitions avec le Stella Club d'Adjamé cette année? Bon, d'abord, c'est le maintien. Voilà, c'est le maintien. Et puis, après le maintien, s'il y a du bonus, on va essayer de titiller les grands du haut tableau. Très bien. Alors, Thierry Joal, il faut aussi rappeler que Kirikou, par ses performances, a été présélectionné une fois avec la sélection U20, c'est bien ça. Et votre rêve, c'est de jouer pour la Côte d'Ivoire, on va dire surtout au sein de l'équipe nationale, c'est bien ça? Bon, ça c'est le rêve de tout un footballeur. Hein. Voilà, quand tu joues au pays, voilà, le rêve, c'est de porter un jour les couleurs de l'équipe nationale. Donc si ça se présente, pourquoi pas? Est-ce que l'extérieur aussi tente Kirikou aller, pourquoi pas, dans le championnat européen? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des rêves aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Parce que si tu te limites seulement à jouer dans le championnat local ici, c'est vrai, c'est un championnat qui est vu.
Mais l'extérieur aussi, quand tu vas là-bas, tu progresses et puis bon, tu gagnes du fric pour, voilà, pour subvenir aux besoins de la famille, voilà, pour aider la famille, donc c'est important. C'est important. Bien sûr. Quelle est l'équipe qui te séduit en Europe, par exemple? Bon, j'aime beaucoup Monaco. AS Monaco. OK. Pour quelles raisons particulières? Bon, la manière de jouer, voilà, ils ont un système qui me plaît bien. Voilà, et puis je l'ai su, ça ne date pas de maintenant. Alors Kirikou, sur ce but-là, avant-hier au stade Robert Champoux-Bako, lorsque vous inscrivez le deuxième but, donc vous réalisez le break pour le Stella Club d'Adjamé, tout de suite, vos coéquipiers viennent vers vous pour célébrer donc le but, on le voit en ce moment à l'image, et vous leur demandez quittez, vous courez, vous allez vers l'entraîneur adjoint, pourquoi? Ici, on le voit à l'image. Vous dites quittez, je ne veux pas voir quelqu'un, laissez-moi tranquille et tout, c'est lui que je veux voir, c'est lui que je vais saluer, pourquoi? Bon, juste lui remercier d'abord. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Voilà, quand quelqu'un te fait confiance, en retour, il faut lui redonner la confiance. C'est ce que je fais. Donc quand je marquais, je suis parti lui dire, bon coach, voilà, je l'ai fait aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis à ce niveau-là. Donc c'est juste lui remercier, c'est tout. Alors, Kirikou, on poursuit avec nos questions. Hein. On est avec lui jusqu'à la fin de cette émission. Quand on marque un magnifique but comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui nous traverse? Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien de marquer. Attaquer un attaquant, d'abord, ça fait du bien de marquer. Et puis bon, quand tu marques ces genres de buts-là, ça te remet en confiance encore pour le prochain match. Voilà, tu te dis que tout est possible. Voilà, tu peux faire encore plus. Voilà, ça résume au fait le travail que tu as fait durant toute la semaine. Voilà, donc c'est la récompense du travail de la semaine qui est là. Comment Kirikou juge le niveau du championnat ivoirien? Est-ce que c'est un très bon championnat? Oui, c'est un championnat, c'est un très bon championnat. C'est un championnat qui est élevé. La preuve en est que quand la saison commence comme ça, quand on arrive au mercato, voilà, quand tu vas sur le net, c'est les joueurs du championnat local qui voyagent, qui signent. Ça prouve que bon, il y a la qualité ici. C'est un très beau championnat. Y a-t-il des défenseurs particuliers qui vous ont marqué en Ligue 1? Oui, moi personnellement, il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Le micro? Oui, il y a des défenseurs. Comprenez, il n'est pas expert en micro. À lui, c'est le ballon. Il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Il y a Gouloudoué Ange Barézi. Voilà, il y a Banao Mamadou qui m'a marqué en tant que central. Bon, il y a aussi... comment il s'appelle là? Des défenseurs qui vous ont créé beaucoup de problèmes. C'est bien ça? Oui. Il y a aussi... Oh, j'oublie son nom. Oh, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Vous avez payé les Banao et tous les autres. Alors, Kirikou, on m'a dit, est-ce que votre objectif cette année, par exemple, c'est de terminer meilleur buteur? Pourquoi pas? Vous en avez déjà inscrit 3 en 10 journées. Bon, c'est important même. Je dirais c'est terminer meilleur buteur de ce championnat-là, c'est quelque chose de grand. Voilà, donc si Dieu permet que tu termines meilleur buteur de ce championnat, c'est une grâce. Voilà, mais dans les ambitions, c'est clair. C'est clair, c'est de marquer beaucoup de buts. Voilà, aider mon équipe à atteindre ses objectifs. Donc pour ça, il faut des buts. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Tiranja, vous avez une question? Non, allez-y. Alors, je dis au sein de l'équipe, est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels vous avez, on va dire plutôt, beaucoup plus d'affinité par rapport à d'autres? Lorsqu'on allie le 11 de départ, par exemple, est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez voir évoluer à vos côtés, beaucoup plus que d'autres, parce que vous vous entendez parfaitement avec eux? Bon... Ou bien peu importe, lorsqu'on met Kirikou dans le 11 de départ, c'est parti, il peut s'en sortir. Voilà, parce que c'est un groupe. Nous travaillons tous dans le même objectif, on a tous la même vision. Donc, même si moi, je ne suis pas dans le 11 de départ, mon remplaçant, quand il rentre, il sait ce qu'il fait. Donc, quand moi aussi je rentre, je sais ce qu'il faut faire. Donc, c'est un groupe. Je joue avec tout le monde, je m'attends avec tout le monde. Peu importe la personne, on va rouler. Alors, nous sommes déjà au terme de ces échanges-là. On va demander à Kirikou, eh bien, qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai qu'il a un bel avenir dans le domaine du football. Il fait partie des étoiles du championnat en ce moment. Qu'est-ce qu'on retient? Et puis, voilà, son mot de fin pour la conclusion.
Bon, moi, mon mot de fin pour cette émission, c'est d'abord vous remercier, voilà, de m'avoir invité. Voilà. Et le championnat, il est encore long. Voilà, on va se concentrer. Continuer sur cette lancée-là. Je vais toujours continuer sur cette lancée à chaque week-end. Tout faire pour inscrire des buts. Voilà, et puis après, quand l'objectif sera atteint, on va mettre tout dans la main de Dieu pour que bon, Dieu réalise les rêves en fait. Merci beaucoup et on te souhaite une belle et riche carrière. C'est ça aussi, Martin Bonheur. On reçoit des étoiles dans cette émission et avec elle, bien sûr, on échange sur ce qui nous fait du bien. Alors, avant de terminer cette émission, rapidement, on va parler de certains sujets qui n'ont rien à voir avec le football. Célébration de la Journée internationale de la femme. Lancement donc aujourd'hui à Cocody. African Digital Week 2022. C'est aujourd'hui à partir de 8h avec 15 forums donc donnant aux téléspectateurs des informations utiles sur les tendances essentielles liées au numérique et aussi le lancement du comité régional de facilitation du commerce de la CEDEAO. C'est à Lomé et c'est aujourd'hui. Merci à vous, merci Konaté, merci à Kirikou. Voilà. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à Jacques Brou. On aura grand plaisir encore à vous retrouver demain sur la chaîne qui rassemble. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Au revoir.